Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices. Bonjour Maude. Bonjour Lilou. Comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien bien, et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. C'est un honneur et vraiment parce que j'aime ce que tu fais, j'aime ce que tu offres aux auditeurs dans ton authenticité. Donc merci pour cette invitation. Merci. Tu es parisienne toi-même, nous sommes à Paris. Nous ne sommes pas dans ton appartement, mais tu me fais l'honneur de cette interview, oui, parce que quand même tu as vendu des millions de livres dans le monde. Kilomètre Zéro est atterri dans les mains de personnes qui ont découvert et tu as ouvert des portes d'exploration de soi, de son être, de l'amour, de plein de choses auprès de personnes qui, par moments, certaines n'auraient même pas ouvert un livre de développement personnel. Donc on sent qu'il y a de la pratique derrière tout ça, il y a de l'expérience, il y a du recul, il y a quelqu'un qui est passionné par ça et qui a envie de transmettre, et tu as trouvé ton moyen de transmettre. Chose que tu fais certainement aussi en entreprise, puisque tu as tes activités également de stratégiste d'entreprise, et de même conseillère financière, d'après ce que j'ai compris. Et moi, ce qui m'intéressait particulièrement sur ton parcours, forcément, au-delà bien sûr de l'histoire incroyable de comment ce livre est venu entre les mains d'autant de personnes, et d'avoir tenté l'auto-édition, et puis après Erol, la maison d'édition est arrivée, tout ça, je trouve ça génial et j'adore. Mais on t'a entendu plein de fois là-dessus et j'avais envie de quelque chose d'un petit peu différent avec toi, parce que j'ai cru comprendre que tu adorais La prophétie des Andes de James Redfield, et que des livres comme celui-ci, ou encore celui d'Eckhart Tolle, Le moment présent, le pouvoir du moment présent même, t'inspire, et d'ailleurs avait rencontré ton chemin il y a très longtemps de ça. Oui, complètement. Et c'est surprenant parce que quand même La prophétie des Andes, c'est un livre waouh, on parle là d'énergie quand même. Alors ça m'a bouleversée, t'as raison, c'est particulier, et pourtant c'est un ami, c'est mon meilleur ami qui m'a offert ce livre. Je partais en Corse et il m'a dit: tiens, lis ça, c'est un peu ton monde, tu vas aimer. Moi je lisais très peu à l'époque, tu vois, j'avais 25-26 ans et je lisais très peu à l'époque, et encore moins des romans, et j'ai commencé ce livre. Et là, comme je te disais, sans jeu de mots, ça a été une révélation. C'est-à-dire que j'avais l'impression que James Redfield avait écrit ce livre pour moi, dans ce que je ressentais depuis toujours, et je ne savais pas le matérialiser vraiment. Oui, et t'as raison de dire, c'est cette énergie qui m'a bouleversée, parce que j'ai le sentiment que finalement on ne fait on n'est qu'une grande masse énergétique, et la science le prouve. Moi je viens du monde de la science, et la science le prouve aujourd'hui, chimiquement, physiquement, mathématiquement. La seule chose qu'on ne sait pas prouver, c'est que cette grande masse énergétique est intelligente. Et ça, on ne sait pas le prouver. Mais tout le reste, on sait prouver qu'on n'est qu'un, puisqu'on n'est fait que d'atomes, et on n'est qu'une grande masse de ça. Donc effectivement, ce livre, ça a été le départ de tout, parce que là, je me suis dit, il y en a un sur Terre qui pense comme moi. Et puis je me suis rendu compte que finalement il y a des millions de gens qui aimaient ces écrits, donc on était peut-être plusieurs à penser ça. Oui, mais c'est toujours intéressant. Enfin, moi je trouve, quand une personne me dit: tiens, je regarde tes interviews, tes chaînes, mais par quel thème, sur quel thème t'es tombé en fait, tout comme quelqu'un qui a démarré ce livre-là a été énorme pour toi, mais c'est pas un hasard si tu tombes sur ce thème-là. Des personnes vont être intéressées d'un seul coup par le sujet des expériences de mort imminente, ou de l'énergétique, et toi t'es tombé quand même sur James Redfield, ce qui montre là où t'en étais déjà sur ton chemin. T'es pas tombé sur... Non, je crois qu'on attire ce qu'on parfait livre. Tu vois, le livre qui est tombé dans tes mains. Moi, c'était Don Miguel Ruiz, Les 4 arcs toltèques, et ce livre-là, ça m'a juste... ça a été incroyable. Tu vois, et pour beaucoup de personnes, ça a été ton livre, Le Kilomètre Zéro, à qui ça a fait ça. Comment je veux dire, c'est quand même génial de pouvoir faire ça pour des millions de personnes. C'est vrai que c'est d'ailleurs une question que souvent les journalistes me posent: est-ce qu'on s'attend à ça? Non, on peut pas s'attendre, parce que simplement on propose qui l'on est, dans l'énergie où on est, et on peut pas s'attendre à 23 langues, 2 millions de livres à aujourd'hui, mais c'est au-delà de nous. C'est-à-dire qu'à un moment, encore une fois, on est tous un, et on se parle de cœur à cœur. Ça peut paraître un peu perché, et pourtant vraiment, je viens du monde de la science, donc je mesure mes propos parce que je sais à quel point c'est des domaines extrêmement perchés quelquefois. Mais là, j'ai vraiment cette conviction profonde, et je l'avais depuis toute petite, que on n'était que le miroir de l'autre, et l'autre était notre miroir. Donc à chaque fois qu'on envoie quelque chose de douloureux à quelqu'un, on se fait du mal à soi-même. Mais simplement le fait de s'énerver contre quelqu'un, quand bien même
la conversation s'arrêterait là et puis chacun part dans son coin, on repart avec ce mal-être, tu vois. Et donc, on sait même le vivre et le comprendre sans même avoir à faire des équations ou avoir à le prouver, etc. Il suffit simplement de le tester pour le comprendre. Donc oui, ça a été une révélation et du coup je me suis dit ben voilà, je veux creuser, je veux apprendre d'autres choses et c'est vrai qu'on est dans une ère aujourd'hui dans une où l'accès à l'information se fait relativement facilement. Alors déjà, à l'époque, parce que je te parle de ça il y a 25-26 ans, on avait quand même déjà accès à la littérature. Alors ça reste payant, la littérature. Je sais que je passais beaucoup de temps à la bibliothèque ou à la FNAC ou dans les librairies. Mais tu vois, le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a encore plus d'accès. Alors il y a de tout et de n'importe quoi, c'est vrai. Mais on peut, aujourd'hui, avec une connexion Internet, avoir accès à tellement de choses gratuitement que je trouve ça fabuleux de pouvoir aller explorer des civilisations, des cultures. C'est une chose de lire un livre, c'en est une autre après de l'appliquer, de vouloir faire ce chemin. Dire toi, tu as lu La prophétie des Andes et il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic et tu as eu envie d'aller creuser beaucoup plus loin. Oui, et même d'expérimenter. D'expérimenter, c'est ça. Je trouvais ça extraordinaire. D'ailleurs, quand j'ai écrit Kilomètre Zéro, je me suis rappelée de ce livre et j'avais envie non pas d'imposer quoi que ce soit ou d'expliquer quoi que ce soit. Je serais bien malvenue pour expliquer ou enseigner quoi que ce soit même. C'est juste une proposition. J'ai vécu ça, parce que 95% de mes livres sont vrais. J'ai vécu ça, ça m'a aidé. Je te propose ça et je vous propose ça et puis si ça aide quelqu'un d'autre, je suis au bon endroit, tu vois. Mais c'est juste une proposition. Tout comme La prophétie des Andes, il y a une espèce de méthode. Il propose quelque chose et le décor, ça se passe au Pérou, donc forcément le voyage m'a touchée aussi. Mais tu vois, c'est une proposition. Bah essayons. Et c'est dans l'expérience qu'on peut ressentir si c'est juste pour nous ou pas. C'est pas vrai ou faux. C'est juste que ça nous correspond parce qu'on vit une expérience qui nous fait vibrer. C'est ça la proposition. Tu vois, c'est Mais pas... comment tu fais quand je veux dire, de par tes études, ton métier, tout ça, on sent qu'il y a une brillance intellectuelle. Comment tu fais, comment t'as pu, et en même temps, et moi franchement, j'adore ce style d'interview et j'ai énormément de respect pour les gens qui justement ont fait de grandes études, ont cette brillance intellectuelle et cette logique, etc. et ce côté cartésien et carré et structuré. Et en même temps d'avoir réussi à concilier avec ça cette ouverture, ce cœur qui se déploie, cet imaginaire, tu vois, d'être attiré par tous ces sujets. Et quand les deux sont présents, je trouve que c'est juste un truc, tu vois, merveilleux. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment t'as voulu ouvrir cette porte-là? En fait, parce qu'en France, je trouve qu'on est très étriqué là-dedans et qu'il y a vraiment une porte à ouvrir, tu vois, d'envie d'aller. Enfin, pourquoi on s'autoriserait pas? Alors moi, je crois que ça a été pour moi l'inverse, c'est-à-dire que je suis née avec une croyance profonde en quelque chose de plus grand, mais vraiment quelque chose quelque chose qui nous guide, quelque chose de plus grand. Je sais pas comment l'appeler. Je n'ai pas été élevée dans la religion, puisque mes parents étaient de religions différentes et le mariage entre ces deux familles était possible s'il n'y avait pas de religion à la maison. Donc mon frère et moi. Ça sera la condition. C'était un peu ça, tu vois. Pour vexer personne, ok, mariage à la mairie, point. Et donc pas de religion pour les enfants. Et c'était deux religions très différentes. Mes grands-parents paternels, mon père n'a pas été élevé vraiment dans la religion, mais enfin mes grands-parents étaient très religieux et juifs, et du côté de ma mère, très religieux et catholique. Donc il y a une intelligence finalement entre les grands-parents finalement, mais donc j'ai pas été élevée dans la religion. Ça m'a pas manqué et en même temps j'étais profondément croyante en quelque chose. En quoi, je ne sais pas. Mais dès que j'étais en âge de conscience, je priais. Priais quoi? Je ne sais pas. Mais je priais quelque chose de plus grand, à travers mon Vélux. Donc tu vois, je viens surtout de ce monde-là. Après, j'ai appris les mathématiques, après j'ai appris la physique, après j'ai appris d'autres choses. Mais je suis pas née avec ça. Donc tu vois, pour moi c'est l'inverse. J'ai pas été cartésienne et puis j'ai été vers la spiritualité. Ça s'est pas éteint chez toi parce que beaucoup disent quand on était enfant, enfin beaucoup d'entre nous on remonte à nos souvenirs et on avait déjà ça. Seulement à un moment cette flamme-là s'est éteinte et on a dit non et on a été peut-être blessé. Il y a quelque chose de dur qui s'est passé. Et on a mis ça de côté. Moi je pense que parce que je n'ai pas été élevée dans la religion et qu'on n'en parlait pas, c'était pas tabou. Si je posais des questions, on avait mes grands-parents, mes parents répondaient,
Mais finalement, j'ai pu aller chercher ma religion, qui est pas une religion fixe, mais j'ai été chercher des choses dans une religion qui me plaisait. Et puis à travers mes voyages, j'ai voyagé beaucoup en Asie. Donc mais parlons-en justement, parce que tu as découvert ce rapport aux autres et au service de l'autre en Asie. Tu as été voyager dans pas mal de pays. Quels sont les enseignements de ces différents pays qu'on ressent, après qu'on retrouve dans tes livres, mais est-ce que tu pourrais nous décrire un peu la géographie de tout ça, et brièvement, hein. Alors j'ai commencé plus jeune pendant mes études, je partais souvent en Afrique, j'avais besoin de faire des aides humanitaires en Afrique, donc j'avais besoin de comprendre l'autre, d'aider l'autre. On est quand même dans une civilisation en Occident et en France assez privilégiée, même si je sais que c'est pas facile pour tout le monde, et encore aujourd'hui on en parle assez pour savoir que pour certains, c'est très compliqué en ce moment en France, mais quand même, on a pour beaucoup un toit, pour beaucoup la possibilité de manger tous les jours, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays, et notamment en Afrique. Donc, je suis partie pendant mes études faire, aider, créer des écoles même, etc. Donc, de commencer à voyager un peu ailleurs, et puis de me rendre compte que finalement, on fonctionnait pas tous de la même façon, on n'avait pas tous les mêmes privilèges, et que de ce fait, on pouvait avoir des caméras qui nous permettait de voir les choses un peu différemment. Donc j'ai commencé par l'Afrique, et puis après je suis partie aussi du côté des États-Unis, dans un monde plus occidental, plus formaté de ce que je connaissais. Et puis après je suis partie beaucoup en Asie, donc j'ai dû faire une 15aine de pays en Asie, parce que j'avais envie de découvrir là carrément un autre monde. Et là, ça a été une nouvelle révélation aussi pour moi, parce que le bouddhisme, et il y a, je crois, 17 ou 18 formes de bouddhisme, hein, donc il n'y a pas qu'une religion de bouddhisme, mais de voir les choses aussi, encore une fois, un peu autrement, dans une philosophie de vie qui n'est pas le bien, le mal, qui n'est pas... Tout est très, très différent. Et ça m'a beaucoup aidé à me dire, voilà, ce que je ressens, au fond, depuis que je suis née, ça peut exister sous une forme dans une culture, sous une autre forme dans une autre culture, sous une autre forme. Et je suis pas en train de dire, ce qu'on nous apprend en Occident, faut le rejeter. Non, moi, je suis très heureuse d'avoir des piliers de vie dans mon éducation, dans ces privilèges aussi. Mais je suis heureuse aussi de pouvoir trouver mon équilibre à travers d'autres civilisations, et ces révélations, pour en parler concrètement, c'est déjà de vivre autrement qu'avec 20 coups d'avance, comme moi on me l'a appris dans mes études, hein, c'est le propre de mes études. Donc là on est dans le pouvoir de l'instant présent. Et là voilà, simplement de se dire, mais ça c'était une révélation, parce que je ne comprenais plus pourquoi je ne connectais plus la joie. Je dis pas le plaisir, parce que le plaisir, ça, c'est très simple de le connecter. On va acheter quelque chose, on va manger un gâteau au chocolat, on va faire l'amour. Le plaisir, il est sous plein de formes, mais ça n'a rien à voir avec la joie. Et je ne comprenais pas pourquoi je ne riais plus d'un rien, pourquoi je ne m'émerveillais plus d'un rien. J'avais beaucoup de plaisir, beaucoup de réussite, beaucoup d'argent, mais je ne connectais plus la joie. Parce que la joie, elle ne se connecte que dans l'instant présent. À travers un lever de soleil, à travers un sourire d'un enfant, à travers un fou rire avec un ami, une amie. Et ça, je le connectais plus. Et là, je me suis dit, je suis en train de m'éteindre de l'intérieur, et je ne comprenais pas pourquoi. Et effectivement, cette culture, et je dis bien cette culture parce que c'est pas qu'une religion, le bouddhisme, cette philosophie de vie m'a permis de revenir à moi. Et quand tu disais, oui, du monde mental, on passe à un monde plus émotionnel et corporel, oui, j'ai voire même intangible, voire même se connecter à quelque chose que l'œil ne voit pas, mais que le corps ressent et que notre être ressent. Avant même le mental, moi j'avais misé beaucoup sur le mental parce que c'était ma sécurité, donc il m'a fallu des années pour reconnecter ça. Oui, et tu vois, c'est toute cette différence de monde qu'on peut trouver entre différents continents. Quand tu vas dans l'Himalaya, c'est la survie que de connecter le corps. Le mental passe bien après. C'est de la survie que de connecter le partage, que de connecter le cœur et l'humanité de l'autre. C'est une question de survie. Ici, c'est pas une question de survie à Paris. Malheureusement, on s'éteint. Moi, j'ai passé des années fait des allers-retours sur des tables d'opération parce que j'écoutais pas mon corps. Mon cœur s'est arrêté 2 fois. Enfin, tu vois. Donc, il y a un moment où il y a quelque chose qui n'allait plus. Et effectivement, c'est en reconnectant finalement cette entièreté que je peux être au mieux de ce que je suis. Parle-nous justement de ce signal de la maladie et du corps, ou des choses tragiques qui arrivent dans notre vie,
comment tu les vois, comment tu les vis et comment tu en tires finalement une leçon, si c'est ta façon de... Enfin, j'ai l'impression que c'est ta façon de faire. Ouais, alors c'est vrai que pendant des années, tu vois, je vivais là, donc j'anesthésiais vraiment le tout corps. Ce que tu pouvais, je me rendais pas compte finalement quand on a on a aussi un pouvoir mental que de s'envoyer par la chimie du cerveau, de la morphine. Donc toutes les douleurs étaient anesthésiées chez moi. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que mon corps parlait. Malheureusement, quand on a une maladie ou quand on a un mal, des maux physiques, c'est simplement la bonne santé qui s'exprime. Le maladie, d'ailleurs, le mal est en train de s'exprimer. En fait, c'est la bonne santé qui est en train de s'exprimer, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est très juste quand on apprend ça, parce qu'à la seconde où on sent que le corps ne va pas ou qu'il y a une contraction dans le cœur, c'est juste une alarme. Et quand on met de l'intention dessus, hop, les choses se détendent, l'alarme a sonné, maintenant tu peux reprendre les choses en main. Moi, je le voyais pas, j'anesthésiais et hop, tout droit vers des objectifs financiers, de rentabilité, Tu te etc. divertissais en fait. Complètement. C'est-à-dire que immédiatement, mon cerveau prenait le pouvoir à travailler des heures et des heures pour anesthésier ça. Et puis, à un moment, mon cœur s'est arrêté, mais vraiment, électrochoc. Là, ça a été un double électrochoc, j'allais dire, puisqu'il y a l'électrochoc qui te réanime, et puis tu as l'électrochoc mental, il se passe peut-être beaucoup de choses quand même successives. Et là, c'est là que j'ai compris que il fallait que j'apprenne à vivre autrement. Mais quand tu ne sais te servir que du mental, parce qu'on t'a pas appris les émotions, et voire même quand tu as des émotions, non. Ça, c'est pour les faibles. Faut pas pleurer, faut pas avoir peur, faut pas être en colère, c'est pas très féminin, faut pas, tout comme pour les hommes, n'ont pas le droit d'avoir peur. Oui, mais en réalité, c'est juste vital. Tu t'en étais pas rendu compte avant? Pas du tout. Tu l'as pas vu venir? Je l'ai pas vu venir. Ça t'est tombé dessus. Pourtant, t'as peut-être eu des signes. Enfin, tu les voyais pas. Ouais, en fait, je les voyais amis, pas. des parents. Oui. Alors oui, bien sûr, mais des gens t'inquiète pas, je suis forte. T'inquiète pas, ça va aller. Femme forte. Voilà, femme forte, il faut prouver, etc., etc., etc. Donc j'ai pas vu venir tout ça et ça a été une renaissance, vraiment, de me dire... une renaissance, pourquoi? Parce que j'ai retrouvé cette entièreté. Et ma sécurité, aujourd'hui, c'est mon corps et mes émotions. Le mental je me sert beaucoup, d'ailleurs. Je suis très heureuse d'avoir fait fonctionner aussi ce mental qui m'a apporté aussi plein de choses et qui m'en apporte encore aujourd'hui. Il y a de quoi être reconnaissante pour ça, oui. Mais je crois que de réaligner, en tout cas de rééquilibrer ces 3 points, tête, cœur, corps, en réalité, ça a changé ma vie. Qu'est-ce qui a pris le dessus, alors? Je crois le cœur était très présent, mais je l'écoutais pas assez. Ça, je pense que ça restera mon organe prédominant dans ce qui est juste. Parce que par contre, même dans les sociétés, et pourtant je viens du monde des mathématiques, donc le calcul est de la probabilité, choix 70% de réussite, choix B 30%. J'ai toujours, par contre, écouté mon cœur. C'est peut-être 70%, mais je pense que c'est la voie B qu'il faut prendre. Oui. Et ça, j'ai toujours ressenti ça. Mais on ressent... Est-ce que t'avais quand même toujours eu cette foi? Cette foi est restée? Cette foi est restée. Elle est restée. Mais depuis ce jour-là, elle s'est amplifiée. Je veux dire, t'as pas vécu de nuit noire de l'âme, on va appeler ça comme ça? Non, ça, j'ai jamais vécu ça. J'ai toujours senti une présence, une omniprésence de quelque chose de plus grand. Mais vraiment au-delà de moi, au-delà de mon cœur. Donc c'est ça qui m'a animée et qui m'anime à chaque seconde. Donc quand effectivement, à 39 ans, je vends ma boîte à Dassault, je fais un break, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Outre le fait que je pars quand même quelques semaines dans l'Himalaya parce que j'ai besoin de reconnecter ça. Et je me dis, il faut que ça change pour toujours. Il y a un truc qui va plus dans ma vie. Et même si c'est dans un monde occidental une réussite, parce qu'on parle de finances, donc forcément, on ne juge qu'à l'importance financière. Là, je sens que moi, je suis pas au bon endroit. Alors, c'est facile de dire ça quand on gagne de l'argent, bien sûr. Mais là, je sens que c'est plus comme ça que je peux vivre. Tu vois, j'ai besoin d'autre chose et j'ai besoin de faire les choses autrement. Et c'est là que je pars dans l'Himalaya pour réapprendre à vivre autrement. Et comment tu définis la réussite maintenant? Alors pour moi, de façon sûre, la réussite, je crois et je suis persuadée qu'on est tout nu et qu'on mourra tout nu et que l'argent est un flux. Donc ça, c'est sûr que je vais pas cracher dessus parce que ça permet aussi une certaine liberté. Mais je crois que la réussite d'une vie, vraiment aujourd'hui, et je le dis vraiment en toute conscience, c'est de se lever le matin et de sentir son cœur battre dans ce qu'on fait et ce qui est juste pour nous. Ce qui est vraiment juste pour nous. Sinon, je pourrais toujours avoir plus et gagner encore plus et gagner encore plus. Mais quand tu fais... Et j'ai toujours fait des choses qui me passionnaient. Parce que même quand j'étais dans la finance et je suis encore dans des entreprises aujourd'hui par passion, ça m'a toujours passionnée.
Mais la course pour la course, pendant des années, moi pendant une 30aine d'années, je voulais simplement prouver à mes parents que je pouvais aussi avoir de l'importance, que je pouvais aussi réussir, que j'étais pas qu'une femme, que j'étais pas que ceci. Et donc je l'ai fait pour ça. Et c'est ce décalage que j'ai eu jusqu'au moment où j'ai fait les choses pour moi, ce qui m'a pas forcément fait changer complètement de direction, mais je faisais les choses en alignement avec moi. Aujourd'hui, je crois que réussir, c'est se lever le matin et être aligné avec ce qu'on fait, avec ce qu'on pense, avec ce qu'on dit. Et c'est cette pensée, ces actes et cette parole qui font que quand tu es vraiment au bon endroit à chaque fois, bah, je crois que tu réussis ta vie. Parce que ça, c'est un terme qu'on entend et qui est peut-être pas toujours audible, l'alignement avec soi. Quand on est tellement désaligné, justement, et tellement désorienté, ça nous parle pas, ça. Ça parle pas et je crois que ça va demander du temps. Ça demande du temps. C'est pas je suis alignée, je suis plus alignée. Hop, je lis un livre, ça va mieux. Ou non, des livres, moi, m'ont permis, ou des conférences, ou des films, ou une conversation même avec un enfant, avec un chat, simplement de se poser et revenir à soi. Revenir à soi, c'est quoi? C'est s'écouter. C'est écouter là où on en est, tu veux dire? C'est sentir, c'est au-delà de là où on en est, c'est tiens, pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans mon corps là? Ah bah je sens que je suis contractée, je sens que j'ai de la peine. Restons là. C'est pas bah, comment je vire ma peine, comment je l'anesthésie, comment je prends des médocs pour non, c'est pas ça, c'est au contraire. Je suis triste, je suis là. Mais ça fait peur, ça, cette montagne de tristesse et de solitude et de souffrance que certains d'entre nous on ressent à des moments de notre vie. Oui. Je veux dire, on n'a pas envie de le ressentir. Non. Comment vouloir même le sentir? Moi, je l'ai eu à un moment de ma vie où vraiment je me sentais sans sens. Tu vois, je trouvais plus le sens, ce qui a été terrible parce que dans ce non-sens, moi qui venais d'un monde, effectivement, de l'entreprise où tout va très vite, etc., il y a un moment, je me dis, j'ai pas envie de reprendre une boîte pour repartir dans ce schéma-là. Donc, je savais pas ce que j'allais faire. Mais vraiment, j'étais perdue. Ouais. Tu t'es laissé flotter, enfin, être dans un... Et c'est très inconfortable. Ouais. C'est très, très inconfortable parce que quand tu te lèves le matin et que tu as un planning comme ça, et que tu sais que de toute façon, tu vas pas pouvoir finir la fin de ta journée tellement t'en as, bah, t'es un peu programmé à un certain nombre de choses. C'est un peu rassurant, quelque part. Et c'est rassurant. Et c'est pour ça qu'on se laisse pas de temps. C'est pour ça que quand on a une minute, on prend notre téléphone et puis on se laisse envahir par les réseaux. On s'occupe l'esprit. On s'occupe l'esprit et on fuit. Enfin, en tout cas, je vais parler de moi parce que je dis pas que tout le monde fait ça, mais c'est ce que j'observe quand même et on fuit sans cesse. Dès qu'on revient à soi et qu'on accepte, et ça a été la phase la plus douloureuse pour moi, que d'accepter ce qui était. Et ce qui était, c'est je suis mal, je ne trouve pas le sens, je suis triste, j'ai de la colère, il y a des choses que j'ai pas réglées avec mes parents, eh ben j'ai le droit d'être là. Oui, mais c'est inconfortable. Oui, mais j'ai le droit. Oui, mais c'est insupportable. Oui, mais j'ai le droit. Acceptons cet insupportable. Parce que plus on est en résistance avec ce qui est, et moins on peut le dépasser. Plus on va lâcher, plus on va se détendre et plus on va se rendre compte que finalement on va pas descendre plus bas ou beaucoup plus bas. Notre grande peur... On a l'impression qu'on va se perdre et qu'on va mourir. Peur, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est si qu'on ne va plus exister. Apparemment, les deux grandes peurs, c'est la peur de ne plus exister, donc c'est au-delà de la mort même, c'est de ne plus exister, et d'être brillant en fait, de rayonner même. De rayonner parce qu'on ne veut pas déranger par notre brillance. Ça, c'est vrai que ce sont deux peurs abyssales, mais celle-ci, celle de briller, elle est peut-être un peu plus pernicieuse parce que elle vient quand on a le sens. Quand t'as plus de sens, ben, la peur, en tout cas celle qui m'a habitée, c'est « et so what, mais je vais plus exister, je vais mourir ». Et c'est ça le drame. Parce que qu'est-ce qu'il y a de pire quand on n'a pas goûté à ça que la mort? Qu'est-ce qu'il y a de pire que ça? Eh bien, je crois qu'il faut juste la goûter, non pas de mourir, non pas d'essayer des choses, voilà, mais simplement de se dire « et allons voir ce qui se passe dans cette phase noire ». Allons voir ce qui s'y passe. Allons toucher ça, ouais. Allons toucher. Et ça va pas descendre beaucoup plus bas, finalement. Et c'est dans ce silence, dans ce noir, finalement, qu'on va pouvoir écouter ce qui se passe en nous. Déconnecter des lumières, déconnecter de ce que veulent les autres, déconnecter de ce qu'on attend de toi. C'est là que tu vas reconnecter avec cet espace où tout est possible. Après vient cette autre peur qui est la lumière. Moi, quand on me disait ça, je dis oui, mais ça résonne pas vraiment. Jusqu'au moment où, effectivement,
Et là, je peux parler de cette expérience de kilomètre zéro où finalement, moi, je dirigeais des boîtes avant, les équipes en avant, les flashs en avant, les lumières, les photographes. Moi, j'étais au fond derrière, mettais les équipes en avant, l'équipe de R&D, l'équipe ceci, l'équipe cela. Et puis à un moment, j'ai écrit kilomètre zéro pour mes amis. Et puis après, ils l'ont porté, les éditeurs se sont mêlés à l'histoire. Disons que tu avais tellement de palettes apparemment qui arrivaient chez toi et que c'était plus possible et là, je me suis dit, il y a peut-être un vrai métier derrière que quand on écrit un livre. Et effectivement, donc je signe avec Erol. Et là, il commence à me dire, non mais il faudrait mettre ta photo derrière, on va mettre ton nom en gros. Je dis, c'est pas possible. Alors que j'étais pas connue. Et j'ai dit, c'est pas possible. Je veux pas mettre ma photo. Les gens s'en moquent, ils n'ont pas besoin de me voir. Et là, je me suis rendu compte que j'avais un gros dossier, qui était ce dossier de la lumière. Quand le premier caméraman est arrivé avec juste un appareil photo qui filmait le truc, tu vois, il m'a dit, bon, on va faire quelques minutes et puis on coupera ce que tu veux couper, je te laisse regarder. J'ai dit, très très bien, sauf que je me suis retrouvée devant la caméra et j'étais incapable de parler, mais pas un mot. J'étais pas capable de dire un mot. Donc lui, il meublait, et puis alors à la fin il m'a dit bon mais regarde ce que tu veux couper et ben en fait je voulais couper tous les passages. On enlève tout. En fait je voulais garder que ce qu'il disait, tu vois, et je me suis rendu compte que oui, j'avais un problème de lumière là, et oui, parce que la lumière c'est le jugement, c'est les critiques, donc c'est tout un dossier. Et très peu de temps après la sortie de Kilomètre Zéro, je reçois un coup de fil d'une femme que tu connais, parce que c'est la première fois. Enfin, je t'ai rencontré là-bas. C'était la dédicace de Christine Michaud avec qui faisait chez Fayard, qui faisait Mon Projet Bonheur. Oui. Je sais pas, tu te souviens. Bonjour au Québec. Bonjour au Québec. Et donc Christine Christine m'appelle, je la connaissais ni la vie ni la dent, et Christine m'appelle du Québec et elle me dit, elle m'écrit un mail et elle me dit, écoute, j'ai lu ton livre, c'est extraordinaire, je voudrais te rencontrer. Je viens à Paris, et elle venait pour justement cet événement, sa sortie de son livre, et je lui dis bah très bien. Alors elle me dit, tu vas croire à un canular, mais regarde sur internet. Elle est très connue au Québec, hein, c'est un peu la Frédéric Lopez du Québec. Et je la rencontre et peu de temps après, elle me dit, écoute, je fais un événement, je t'offre un seul en scène, 40 minutes, c'est 4000 personnes, le Palais des Congrès de Montréal. Et je parle de ça parce que moi, qui vois exactement l'événement dont tu parles, capable de parler devant une caméra, je me retrouve 6 mois après à devoir parler devant 4000 personnes. Et je m'étais fait la promesse dans Kilomètre Zéro, quand j'ai écrit Kilomètre Zéro, de ne jamais couper le flux de ce qui arrivait. Sauf que là, l'univers m'a bien servi. Et il me servait tout ce que je voulais, sauf que j'étais terrorisée. Donc pendant 6 mois, j'ai pas dormi, j'ai pris un coach scénique, enfin pour, tu vois, apprendre à parler sur scène. Enfin, tout ça pour dire que ça a pris beaucoup de place. Ouais, c'est compliqué. Et la lumière est compliquée. Mais j'allais dire, ça va dans cette veine-là. Et une fois que j'ai compris que monter sur scène ou être devant les projecteurs, les caméras, etc., c'était juste un problème de peur de pas y arriver, peur de bafouiller, peur qu'on me juge, peur d'être critiqué, peur de mille choses, aussi, hein. Peur d'être vu. Et de déranger, peut-être. De 1000 choses. En tout cas, le regard de l'autre, elle est trop grande, elle est trop petite, elle est trop grosse, elle est trop maigre, elle parle trop vite, pas assez, on comprend pas ce qu'elle dit. Enfin, 1000 choses qui font que j'y arrivais pas et qu'il fallait pas. Et puis, j'ai travaillé mes dossiers personnels pour... Comment tu les travailles ? Je me suis fait aider. Quelle forme de thérapie d'ailleurs ? Parce que c'est intéressant, on sait pas trop par quoi commencer quand c'est comme ça. On se rend compte qu'il y a quelque chose, mais je veux dire, demander de l'aide, c'est déjà énorme. Juste là, de se dire, je vais pas y arriver seule, et d'oser tendre la main ou d'oser aller chercher, c'est une énorme étape. Oui, et je crois qu'il faut investir un peu sur soi. Ça vaut le coup d'investir sur soi. Et on investit dans d'autres choses, mais... C'est ça, on se rend pas compte qu'on peut investir dans tas de choses matérielles pour justement un peu compenser parfois ce mal-être. Moi, je crois qu'investir sur soi, ça valait le coup. Alors comment ? Eh bien, quand Christine m'a offert cette scène, je me suis dit, il faut que je me fasse aider de quelqu'un qui connaît la scène. Alors j'ai été voir un coach qui m'a permis d'apprendre à bouger sur scène, de pas faire des allers-retours par mon mal-être. Enfin, tu vois.
Et tes dossiers personnels, comment tu les as traités? Et mes dossiers personnels, vraiment, je me suis fait aider par un coach, La Plus de Vie, qui m'a permis, différentes personnes. J'ai suivi aussi des formations qui m'ont beaucoup aidé, des formations comme l'énéagramme, ou qui me permettent de comprendre des fonctionnements, mes fonctionnements, mais aussi ceux des autres. J'ai beaucoup travaillé avec la PNL aussi, la programmation neurolinguistique. Je me suis fait aider. Les personnes d'entreprise, on va dire, sont très attirées par ces techniques-là. Au début, ça rassure peut-être. Je sais pas. C'est un certain type de personnes qui ont l'air attirées par ça. Je trouve que ça aide parce que, tu vois, par exemple, si je parle de l'énéagramme, on parle pas que au mental. Tu vois, des psychothérapies souvent reviennent dans ton enfance, dans creuser le pourquoi, du comment. Ce que j'aime dans ces méthodes de coaching, c'est qu'on part de tes zéros, de là où tu en es, et on remonte pas à pourquoi ta grand-mère, pourquoi, etc., etc., etc. Ouais. On part de tes zéros, c'est-à-dire de l'instant où tu es, avec ce que tu es, avec tes émotions, avec ta personnalité, et on va vers quelque chose qui te convient, avec ta personnalité, etc. Et ça m'a beaucoup aidé, et j'ai aussi passé du temps à réconcilier aussi mes croyances, enfin à casser des croyances qui étaient quand on est dans l'émotion, eh bien on est faible, etc. Ma croyance, comme on nous l'apprend beaucoup en Occident, si je pleure, si j'ai une émotion, eh ben c'est que je suis faible. Et c'est tellement faux. Au contraire, plus on reconnecte avec sa peur, sa tristesse, sa colère et sa joie, plus on est en phase avec qui l'on est, puisque les émotions sont vitales. Tout à l'heure, tu parlais de flow. Le flow, justement. Comment tu le décris, ce flow? Et quand tu as, on va dire, cet espace optimum où tu te sens en pleine capacité, complètement relié, comme tu le disais en début d'interview, où tout est là, tout est une évidence. Et comment tu nommes ça? Comment tu vois ça? Comment tu le vois, ce flow, ou cet espace? Ouais, très bien. Pour moi... c'est vraiment cet instant, et ça me demande toujours un temps. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'écris, je mets beaucoup de temps à écrire parce que j'ai besoin d'être connectée justement à ce flow. Ce flow, c'est quoi? C'est une espèce d'énergie qui fait que, hop, tu te sens vraiment en phase avec toi, avec quelque chose de plus grand. En tout cas, si même on ne croit pas en quelque chose, et chacun ses croyances, parce que je pourrais même pas nommer, moi, un dieu, ou je l'appelle l'univers, mais on l'appelle comme on veut, c'est simplement de se dire... Moi, je sens qu'on a accès à cet espace où tout est possible, que ce soit quel que soit l'art, et on est tous des créateurs. Alors, je suis bien placée pour savoir que moi, je me sentais pas du tout créatrice. D'ailleurs, quand on me disait créatrice, non, donnez-moi un tableau Excel, et puis moi, je me sens à l'aise. Surtout, alors j'ai appris que t'as démarré les livres sur un tableau Excel. Pas obligé de le dire. Ah non, mais génial, quoi. Comment faire? Alors, je connaissais qu'Excel, donc j'ai démarré kilomètre zéro sur un fichier Excel. Et je faisais copier-coller jusqu'au moment où je me suis dit, il faut peut-être que j'apprenne Word. Ça m'a beaucoup aidé d'apprendre Word, d'ailleurs. Mais tu vois, donc, d'être dans cet espace de création. Et c'est quoi ce flow, pour revenir à cette question qui est fondamentale? T'as raison, c'est juste de prendre un temps, parce que ça demande du temps, que de plus écouter ce qui se passe, plus écouter le bruit de ton système de défense qui te raconte que t'es pas capable, que ça c'est fait pour les autres, pour qui tu te prends, et juste, qu'est-ce que j'ai à offrir? Offre, on triera après. Écris, on triera après. Crée, on triera après. Tu vois? Et donc, quand j'écris, je me sens tellement fragile dans ma plume, parce que reviennent les croyances de, on va pas tirer grand-chose de mots dans littérature. Tu vois, j'ai toujours entendu ça par mes profs de français. J'étais pas un génie de la plume, tu vois. Et un génie du français, ou quoi, les dissertes, les machins, c'était plutôt laborieux pour moi. Mais j'avais envie d'offrir quelque chose qui était juste, de partager des choses qui m'étaient chères et qui pourraient peut-être réduire un peu la souffrance de ce qu'on peut tous vivre. Et c'est pour ça que j'écris d'ailleurs, sinon je pense que j'irais vers un autre support, parce que pour moi l'écriture est difficile, mais j'avais vraiment envie de partager quelque chose qui m'était cher. Donc le flow pour moi, c'est juste de ressentir quelque chose de fort pour nous. Ça a du sens pour moi, et si j'enlevais toutes ces peurs de je ne sais pas écrire, de ce que pensent les autres, etc., je le ferais, j'essaierais. C'est ça le flow, c'est bon, ça. C'est de se laisser embarquer par ce flux qui nous traverse. C'est pas le flux d'à côté, c'est pas le flux du voisin. C'est ça. C'est ton flux à toi, c'est pas parce que c'est à la mode, c'est pas parce que... Non, c'est ton flux à toi qui est... J'ai envie d'offrir ça, parce que si ça peut aider quelqu'un, si un mot, une phrase peut aider, alors j'ai raison d'essayer. Tu vois, et très vite viennent les peurs, mais... Ouais, c'est ça. Et après, qui décide? Parce que tu dis, après, voilà, le projet est lancé, les choses sont lancées. Qu'est-ce qui fait que, pour toi, il y a quelque chose qui est là? Quand tu es dans l'action, plus rien ne t'arrête, en fait.
Ça veut pas dire que tu vas pas tomber. Parce que tu t'es pris quand même 33 noms de la Fnac. Oui, mais je l'avais fini, mon livre. Et plus rien ne pouvait l'arrêter. 1000 noms. Tu vois, je le dis souvent, on tombe 2000 fois en moyenne pour apprendre à marcher. 2000 fois de tout ton poids, tu tombes de tout ton poids. Ouais. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. 2000 fois. Est-ce que tu tombes 2000 fois dans un projet quand tu te lances de tout ton poids et tu te ramasses par terre comme on fait? Beaucoup abandonnent bien d'abord, oui. Mais tu vois, 2000 fois, moi, c'est ma barre. Tant que je ne suis pas tombée 2000 fois, je continue. Donc 33 fois, je vais dire, c'est presque limite facile. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que réussir, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé. Et si tu acceptes de tomber, de ramasser quelque chose, d'être relevé et de continuer, tu vas forcément réussir dans ce qui est juste pour toi. Réussir, comme on le disait tout à l'heure, c'est quoi réussir? C'est être aligné avec soi. Tu vois, j'aurais écrit kilomètre zéro et j'aurais fait du bien à une personne, j'avais réussi. C'est pas le nombre. Peut-être que j'aurais pas écrit de deuxième livre. Probablement parce que c'est difficile pour moi. Mais c'est un effort, comme tu dis, ouais. Toi-même qui es écrivain, je ne sais pas quel est ton rapport à l'écriture, mais pour moi c'est difficile. Tu vois, je parle avec certains écrivains, c'est vital d'écrire pour eux. Même s'ils publient d'ailleurs pas tout ce qu'ils écrivent, c'est vital. Ils se lèvent le matin, ils écrivent. Moi, pas du tout. Moi, je vais écrire un livre, il va se passer 2 ans avant que je reprenne mon clavier pour réécrire. Mais tu vois, si même il n'avait fait du bien qu'à une seule personne sur Terre, j'avais réussi. Donc, c'est ça mon idée, c'est de dire, bah voilà, si moi ça m'a aidé, que je peux partager des choses qui aident, alors je réussis. Parce que sur mon lit de mort, je le dis tout le temps, et c'est vraiment mon objectif, tu vois, sur mon lit de mort, j'ai envie de me dire, de quoi je vais me rappeler? Sûrement pas de la voiture, de la maison, ça me rappelle Bronnie Ware, t'as dû le lire. Non. Les 5 regrets, parce que c'est cette infirmière australienne qui accompagnait plein de personnes en fin de vie, et les mêmes 5 regrets revenaient très régulièrement. Et donc c'est les 5 regrets de fin de vie, je pense qu'ils s'appellent, ou quelque chose comme ça, et c'est passionnant. Et justement, t'en décris quelques-uns là. C'est pas du tout, les personnes disaient pas qu'elles voulaient gagner plus d'argent. Mais non, parce qu'on va mourir tout nu. Tu vois, encore une fois, donc de quoi on va se rappeler? On va se rappeler des fous rires avec nos amis, on va se rappeler des moments d'intimité avec des gens qu'on aime. Je crois que c'est ça. Donc voilà, mon objectif, surtout à mon âge, je crois que c'est un tel luxe de vieillir, surtout quand on est resté sur le carreau et que, tu vois, j'ai eu la chance je dis la chance, et en même temps, je sais pas ce qui se passe après, et tout me va, mais je suis pas pressée forcément de l'après, même si je prends l'après, mais tu vois, dans cette grande énergie, je me dis, voilà, j'ai envie juste de partager ce qui est juste. Et ça, tu sais, une seconde de perdu, c'est une seconde pour toujours. Tu vois, on est là. Si j'ai pas envie d'être là, si t'as pas envie d'être là, il faut qu'on soit ailleurs, parce que c'est un vrai oui qu'elle t'a dit. Oui, on a toutes les deux dit un vrai oui. Un vrai oui. À cet instant, on avait toutes les deux envie de le faire, et c'est ce qui crée la magie de l'instant. Alors après, les claquements de porte, les j'en veux plus, ok, je capte tout ça. Peut-être que là, il y a plusieurs personnes qui disent, bah ouais, j'en ai envie. On a envie des fois de claquer la porte, je veux dire, comment le processus là d'entamer, de partir de ce truc où il y a un abysse infini où je commence à entamer un. Forcément dans le fait de claquer la porte. J'ai jamais fait ça dans ma vie. J'ai fait plein de métiers. Mais j'ai jamais claqué la porte. Mais il y a une question qui m'aide énormément au quotidien, c'est si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais? Si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais? Mais dans tout, dans mon domaine professionnel, dans mes relations amicales, sentimentales et autres, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais? Une fois que j'ai posé la question, c'est pas je claque la porte et je passe à autre chose. Parce que ça serait pas juste, ni pour l'autre, ni pour tes relations professionnelles, etc. C'est un processus, tu viens de le dire, et ça, je trouve ça très juste. Quel est le processus? Le processus, c'est déjà d'en avoir conscience. Je me suis rendu compte que parfois on en a marre de son travail parce qu'on a une mauvaise relation au travail. Et ça nous détruit notre vision de notre travail qu'on adore peut-être. Et on se dit, non, moi j'en ai marre, là j'en ai fait le tour, etc. Non, parfois c'est juste le patron ou la collaboratrice qui nous fatigue et avec qui on est en guerre et pour lesquels on n'arrive pas à dépasser certaines choses.
Mais parfois, c'est un réglage. Quand j'accompagne des gens, je me rends compte que des fois, c'est juste parce que ils ont commencé avec leurs valeurs, et ils s'éclataient dans ce qu'ils faisaient, et puis leurs valeurs se sont un petit peu bafouées. Ouais. Alors les valeurs, c'est simplement parfois, je me rappelle d'un coaching que j'avais fait, où c'est une personne qui me disait, je m'éteins parce que moi qui aime mettre en avant mon humour et autres, j'ai plus la place. Et pourquoi ? Pourquoi tu n'aurais pas la place de... parce que tu comprends, moi je travaille dans un domaine où il faut être sérieux, etc. Mais pourquoi tu n'aurais pas la place d'être dans ton humour, le temps de prendre un café avec un collaborateur? Tout le monde a envie de ça. Il ne s'agit pas de faire le pic toute la journée. Non. Et quand il a retrouvé ce petit pourcent et qu'il a pu le replacer dans ce qu'il était, il a retrouvé du plaisir au travail parce qu'il a retrouvé ses valeurs. Et donc, pour revenir à ta question, c'est un processus. C'est pas je claque tout et je fais autre chose. Jusqu'au moment où ça nous convient plus, et c'est vrai dans des fois ça peut être brutal pour les autres. Et des fois c'est radical les choix. Ce radical est difficile à vivre. C'est pour ça que je dis c'est pas toujours un je claque la porte parce qu'on a nos factures à payer, parce qu'on a nos responsabilités aussi. C'est pas oui j'ai entendu une interview, allez ça va donner le déclic, je claque tout et je fais autre chose et puis on verra pour les factures. Non, parce que ce serait se mettre en danger. Mais on peut faire les choses petit à petit et enclencher un processus, parce que là, on va mettre notre intention, l'énergie va suivre. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que ce sera pas difficile. Ça, c'est un difficile. principe, une loi universelle, ça. Oui, mais vraiment, en plus, tu sais, quand tu achètes une voiture, par exemple, tu dis, tu vois, la voiture que je veux acheter, c'est telle marque. Tiens, regarde, elle passe. Et puis tu la vois 2 minutes après, tiens, elle passe encore. C'est-à-dire que là, tu mets ton intention et d'un coup, tu vois plus que la voiture que tu vas acheter. Je sais pas si ça t'a déjà fait ça. Oui, récemment. Donc t'as changé de voiture. Mais tu vois, c'est pourquoi ? Parce que là où tu mets ton attention, l'énergie suit. Et c'est pas parce qu'il passe plus de voitures de cette marque-là, c'est juste parce que tu mets ton attention. Mais c'est pareil dans tout. Là où tu vas mettre ton attention dans un changement de carrière, de travail, je sais pas, d'amitié, tu vas toi-même changer et naturellement dire c'est bizarre, je rencontre des gens qui sont un peu dans ce que je fais. Oui. Ouais. Parce que tu vas être attiré et tu vas aller davantage vers ces milieux-là. Ouais. Donc, et les solutions vont arriver finalement. Et de fait, les solutions vont arriver. De fait. Donc, tu vois, j'invite plus, en tout cas... changer l'attention, à orienter, regarder... déjà de poser son attention, d'aller renseigner. Par exemple, je sais pas, moi, tu veux changer de métier complètement. Par exemple, moi, quand je suis devenue écrivain, naturellement, j'ai été davantage dans les salons du livre, par exemple. Donc, j'allais rencontrer d'autres personnes qui m'ont ouvert d'autres portes, qui m'ont ouvert... Mais si on sait pas du tout par où commencer, on regarde... S'écouter. Parce qu'on sait, au fond, ce qui nous attire. Même si c'est pas encore tout à fait précis, c'est pas grave. Quelqu'un qui sera attiré par, je sais pas moi, la pêche, va dans des salons de pêche et puis tu vas voir, tu vas rencontrer des gens qui ont l'habitude, qui ont plus d'expérience. Focuser. Moi, je sais que quand je veux apprendre quelque chose, tu vois, on parlait des vidéos, tu vas sur YouTube, tu vas dans les TED, t'as des centaines de vidéos gratuites. Extraordinaire. Dans des millions de sujets. Ouais. Je crois que c'est ça qui aide. On a accès à ça. Donc, se connecter ce flow, c'est un processus. Connecter ces changements, c'est un processus. Et il faut être patient. Patient avec soi. C'est ça, et aussi très à l'aise avec l'inconfort. Parce que j'ai l'impression que ça, c'est quand même un grand truc, ça. Non, mais c'est énorme. Parce que petit à petit, on apprivoise ça, cet inconfort. Oui. Et on est OK avec cet inconfort. Et on reste là. Et là, il y a une magie. Il y a quelque chose qui vient. Oui. Parce que des fois on n'a pas du tout la solution et de ne pas savoir c'est ok. Ouais, ça c'est très juste ce que tu dis. C'est-à-dire que on apprivoise petit à petit l'inconfort, mais ce sera jamais confortable. Par définition, c'est inconfortable. Et dès qu'il y a changement, il y a l'inconnu. Et dès qu'il y a l'inconnu, il y a la peur. Tout ça est obligatoire. Ça va de pair. Et c'est pas agréable. Mais sans accepter ça, alors il n'y a pas de solution parce qu'on reste dans une zone connue sous le lampadaire qu'on connaît, sous la lumière qu'on connaît. Ça. Et c'est pas... Tu sais, c'est un peu comme quand tu es sur ton transat, tu es en plein soleil, tu es en train de lire un bon bouquin et là tu as ton mari qui dit « On va se baigner ?» Et tu sais qu'aller se baigner, c'est extraordinaire, ça va te faire du bien, etc. Sauf que toi, tu es tranquille, il fait bon, il fait chaud et tu vas devoir te mettre à l'eau et ça va être inconfortable. Et pourtant, tu sais que la finalité, ça va être extraordinaire de te baigner dans une belle eau cristalline, etc. Mais il y aura toujours un passage inconfortable, même dans ce qui est bon à vivre.
Alors quand tu vas vers l'inconnu qui est j'ai envie de ça, mais alors je sais pas si je vais y arriver, de toute façon je suis pas trop capable, et puis de toute façon je me rappelle j'avais échoué dans ça et ça. Alors là t'as tous tes doutes qui t'arrivent en retour et c'est très très compliqué. Ouais, et si on se concentre là-dessus ou sur cette souffrance ou ces doutes, eh bien ils continuent d'exister. On leur donne, là où tu disais tout à l'heure, where attention goes, energy flows. Exactement, c'est exactement ça. Là où tu mets ton attention, l'énergie te suit. Donc je crois que tout est fait, et ça je ne demande pas de me croire, hein, je crois que tout est fait pour nous rendre service et nous ouvrir les portes. C'est clair. Et il ne s'agit pas de le croire, il s'agit de le tester. Et plus tu testes, et plus tu te rends compte que tout s'aligne, effectivement. Et tout s'aligne, ça veut dire que les synchronicités arrivent, les rencontres arrivent, tout est au bon endroit. Ouais. Et que la vie n'est pas contre nous, mais avec nous. Et là, c'est le grand... pour nous, exactement. C'est ça. C'est bon, ce changement de paradigme. Ça, c'est un paradigme qui fait... Enfin, c'est un changement de paradigme qui fait une énorme différence. La vie n'est pas contre nous, mais avec nous. Et complètement. Et même si, sur l'instant... c'est le titre de mon deuxième livre, Respire, le plan est toujours parfait. Et même si sur l'instant, quand ça t'arrive, tu dis ah non, mais le plan il est pas parfait du tout. Là, c'est la catastrophe. Mon mari m'a quitté ou mon boss m'a viré, etc. Non, le plan est pas parfait. Mais finalement, quand tu poses la question, et d'ailleurs, j'invite souvent en conférence les gens à se poser la question. Ok, ton mari t'a quitté et sur l'instant c'est l'enfer. Mais aujourd'hui, tu vis une vie bien plus alignée, bien plus... même s'il est parti avec une pétasse, même si tout ce que tu veux, est-ce qu'au final, t'es pas mieux aujourd'hui? Je mets évidemment des bémols sur des choses dramatiques qui peuvent arriver dans la vie. Je parle. Il faut beaucoup plus de recul que ça, ouais. Mais évidemment, et puis c'est pas... et encore une fois, sur l'instant... Ouais. J'ai un ami dont la fille s'est suicidée. Donc tu vois, c'est un drame absolu. Là, on parle d'un drame absolu et le plan est pas parfait. Évidemment que quand ça t'arrive. Et lui il m'a dit, c'est dramatique et je m'en remettrai jamais. Mais c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui je m'occupe des parents d'enfants qui se sont suicidés. Il en a donné un sens. J'ai d'autres exemples d'une personne qui a un cancer terrible, hein, vraiment un cancer terrible, et qui s'en est sortie, on se demande comment, et qui me dit, tu vois, elle était avocate, elle travaillait énormément, et elle me disait, de par cette carrière, par rapport à mes associés, par rapport à ma famille, par rapport à une famille d'avocats, etc., j'avais pas le droit d'arrêter. Et quand j'ai appris mon cancer, aussi dramatique qu'il puisse être, puisque c'est un cancer vraiment mortel, elle me dit, ça m'a permis. J'ai eu comme un soulagement, et pourtant on parle d'un drame, j'ai eu comme un soulagement de pouvoir m'autoriser quelque chose. Donc, tu vois, je mets des bémols sur ces 0,01% de choses dramatiques qui peuvent nous arriver dans notre vie, de perdre quelqu'un qu'on aime profondément, c'est dramatique. Mais parfois, il se passe autre chose. Par contre, pour les 99,9%, là, je dis que oui, je crois que le plan est toujours parfait pour nous amener à ce qu'on a à vivre. Donc, oui. Excellent. Est-ce que tu pourrais nous parler en quelques mots de ce dernier livre, de ton dernier livre, du 4e, hein? Le 3e. 3e. Le 3e. Je vois que tu es en avance sur la suite. Le 3e, ouais. Kilomètre zéro, respire et plus jamais sans moi. C'est ça, plus jamais sans moi. Mais j'étais sûre qu'il va peut-être avoir avant moi le titre du 4e, alors t'es inspiré par le 4e. Alors justement, on va faire l'interview de suite, comme ça elle sortira. Écoute, donne-moi des idées, je te suis. Plus jamais sans moi, c'est l'histoire d'une femme qui travaille beaucoup et qui rêve qui est avocate et qui rêve de rentrer dans un cabinet d'avocats de prestige. Et elle passe les différentes étapes et la voilà embauchée. Et au moment de l'embauche, la directrice, la big boss, lui dit très bien, mais pour valider votre période d'essai, vous allez devoir partir quelque part. Alors, elle dit, mais pas question de partir où que ce soit. Elle est très amoureuse d'un homme marié, ça c'est la catastrophe pour elle. Elle peut pas quitter Paris. Et elle lui dit non, mais c'est juste le temps de la période d'essai. Elle dit non, mais moi je peux pas. Écoutez, c'est la condition sine qua non de cette embauche, et maintenant que vous avez signé le contrat, vous nous devez une semaine. Et elle est obligée de tirer un papier, et là, elle se dit, je vais être partie pour Bordeaux, pour Toulouse, le temps de la formation aussi. Sauf qu'elle tire un papier et elle voit chemin de Compostelle. Donc elle a 3 mois pour faire le chemin de Compostelle. Donc absolument pas question de partir là-bas.
voilà, embringuer dans un voyage un peu différent. Ouais, tu l'as fait toi-même. Enfin, les faits, tous les faits d'ailleurs, et comme tu le dis, à 95% sont la réalité. Oui, parce que là-dessus, je suis une très mauvaise romancière. Je sais pas inventer les histoires, donc je les vis. Les décors sont vrais, les personnages secondaires sont vrais. Après, les personnages principaux, c'est 25 ans de développement personnel, 25 ans de rencontres, de philosophie de vie un peu différentes. Mais voilà, j'avais envie de partager. Tu l'as fait plusieurs fois, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, plein de morceaux, on va dire. Oui, plein de morceaux. Je l'ai pas fait en une fois, mais plein de morceaux. Et puis j'emmène même des lecteurs depuis. Moi, je me suis toujours dit que j'allais le faire à un moment déterminant, tu vois. Oui. Mais finalement, je sais pas pourquoi je me dis ça, parce que on n'a pas besoin d'attendre ça. C'est comme s'il fallait une tragédie pour faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Non, en fait, il y a autant de pèlerins qu'il y a d'histoires. Donc c'est si on aime marcher un peu, et c'est un chemin absolu. Enfin, moi, je trouve ce chemin. Il n'y a pas besoin d'ailleurs. Là aussi, on a souvent des croyances, mais il faut être catholique pour le faire, comme j'en ai parlé juste avant. Il n'y a ni religion, ni quoi que ce soit. Même si à la base, c'est plutôt un chemin à connotation catholique. En tout cas, c'est une introspection. On se tourne vers l'intérieur. C'est un chemin qui va à l'endroit où tu veux aller. C'est-à-dire que vraiment, c'est spirituel si tu veux aller vers la spiritualité, c'est religieux si tu vas vers la religion, c'est amical si tu vas vers l'amitié. C'est soi avec soi. Mais quoi qu'il arrive, il y a un avant et un après. Mon papa est parti avec son âne faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais son âne a eu des soucis de santé et donc il s'est arrêté. Mais c'est intéressant de voir comment on le fait et comment on s'embarque sur le chemin. Et c'est une belle analogie aussi de notre vie, je trouve, et qu'il y a plein de reflets comme ça et de messages qui viennent au cours de ce chemin. Et quelle que soit l'histoire du chemin, quelle que soit ton histoire, tu vas trouver bien plus que tu n'es parti chercher. Merci Maud pour cette délicieuse interview. Merci à toi. Un bonheur d'avoir pu prendre ce moment avec toi. Et moi aussi, vraiment, vraiment. Et merci pour ton travail aussi. Merci pour ce que tu offres. Avec joie. À tous ces auditeurs, à toutes les personnes qui te suivent, parce que vraiment, je crois que ce qui m'a vraiment bouleversée dans ton travail, c'est cette authenticité. Dans tes livres, j'en ai lu plusieurs, et c'est cette authenticité que tu as de pas cacher les choses. Il y a des choses que tu as vécues justement dans ces moments un peu de trouble où t'es perdu, mais t'es perdu et tu vas chercher, tu vas enquêter, tu vas accepter qui tu es à ce moment-là. Merci pour ça. D'être dans cet inconfort justement. Oui. On en a parlé. Vraiment, merci pour ça. Avec grande joie, merci Maud. Des gros bisous à vous, chers co-créateurs. Bien sûr que cette émission existe aussi en podcast, vous pouvez l'écouter en audio. Et puis s'il vous plaît, partagez-la parce que c'est génial. Il y a tellement de pépites à l'intérieur, je compte sur vous pour la diffuser à fond. On vous embrasse très très fort. Plein de gros bisous et à bientôt.